Les religieuses tombent enceintes les unes après les autres et la vérité choque tout le monde. Le monastère Sainte-Catherine a toujours été un havre de paix et de spiritualité, où les religieuses vivaient dans la prière et le travail, isolées du monde extérieur. La mère supérieure Maria veillait au bien-être de tous, veillant à ce que la routine soit suivie avec discipline et foi. Cependant, la tranquillité du monastère fut brusquement brisée par un scandale impensable. Les premières rumeurs ont commencé par de discrets murmures dans les couloirs, mais se sont rapidement propagées comme une traînée de poudre. Certaines religieuses présentaient des signes évidents de grossesse. Au début, beaucoup refusaient d'y croire, mais la réalité semblait indéniable. Le choc s'est emparé de la communauté religieuse et la nouvelle n'a pas tardé à parvenir à l'évêque Fernando. Connu pour sa rigidité et son sens impitoyable de la justice, l'évêque a réagi avec indignation. Sans hésitation, il a ordonné une enquête immédiate et a menacé de punitions exemplaires les responsables. Pour lui, il s'agissait d'un affront impardonnable à la foi et à la morale de l'Église. Mais alors que la pression augmentait et que la peur se répandait parmi les religieuses, le père John commença à se demander ce qui se passait. Quelque chose n'avait pas de sens. Il connaissait ces femmes et savait qu'un tel scandale n'aurait tout simplement pas pu se produire spontanément. Déterminé à découvrir la vérité, il demanda l'aide du père Vicente, son vieil ami et confident. Ensemble, ils décident d'enquêter discrètement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Les nuits au monastère de Santa Catarina devenaient agitées. Les religieuses, auparavant sereines dans leur routine, vivaient désormais sous tension, craignant ce qui pourrait arriver. L'évêque Fernando avait envoyé des messagers au siège du diocèse pour signaler la situation, et des rumeurs circulaient selon lesquelles de sévères punitions étaient sur le point d'être décrétées. Le père Joao et le père Vicente savaient qu'ils devaient agir rapidement. Avec prudence, ils commencèrent à observer les religieuses concernées, à la recherche d'un indice qui pourrait expliquer la situation. C'est alors qu'ils remarquèrent quelque chose d'étrange, toutes les sœurs qui présentaient des signes de grossesse faisaient partie de celles qui recevaient un médicament spécifique pour renforcer leur santé, distribué par le monastère lui-même. Cela aurait pu être une coïncidence, mais pour eux, cela ressemblait au premier indice de quelque chose de bien plus grand. Alors qu'ils enquêtaient, un nouvel obstacle est apparu. L'évêque Fernando a décidé d'interroger personnellement les religieuses impliquées. Un par un, ils furent convoqués devant lui et soumis à un interrogatoire strict et menaçant. La mère supérieure Maria a tenté d'intervenir, mais elle a été réduite au silence par l'évêque lui-même, qui a clairement fait savoir que toute résistance serait considérée comme une complicité. Le père Joao s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus agir uniquement par observation. Ils avaient besoin de preuves concrètes. Avec l'aide d'un des serviteurs du monastère, ils obtinrent une fiole du médicament suspect et l'apportèrent au docteur Emilio, un médecin de confiance. Le médecin a effectué quelques tests rapides et son visage s'est assombri lorsqu'il a reçu les premiers résultats. La substance contenait des niveaux élevés d'hormones qui pouvaient imiter les symptômes de la grossesse. La révélation a été choquante, mais elle a soulevé une question encore plus alarmante, qui était derrière tout cela? Serait-il possible que l'évêque lui-même ait planifié quelque chose d'aussi méchant? Ou y avait-il quelqu'un d'autre à l'intérieur du monastère qui manipulait les événements? Avant qu'il puisse chercher d'autres réponses, un avertissement urgent parvint aux oreilles du père Joao et du père Vicente. L'évêque Fernando avait convoqué une réunion avec les plus hauts représentants de l'Église, et des rumeurs indiquaient qu'il avait déjà décidé du sort des religieux accusés. Le temps était compté et la moindre erreur pouvait signifier la fin pour ces femmes innocentes. Le lendemain matin, un lourd silence pesait sur le monastère. L'évêque Fernando avait envoyé un ordre officiel, toutes les religieuses accusées devaient être immédiatement retirées, tandis qu'il déciderait de leur punition définitive. La mère supérieure Maria a essayé de discuter, mais ses supplications ont été ignorées. La peur s'est emparée des sœurs, qui ne comprenaient pas comment elles avaient pu être impliquées dans une telle injustice. Pendant ce temps, le père Joao et le père Vicente, armés de la découverte faite par le docteur Emilio, ils savaient qu'ils devaient agir vite. S'ils présentaient leurs preuves trop hâtivement, ils risquaient d'être discrédités, voire réduits au silence. Ils avaient besoin de quelque chose d'irréfutable. Ils décident alors d'interroger Clara, une ancienne servante du monastère qui a été soudainement licenciée quelques semaines avant que le scandale n'éclate. Avec difficulté, ils réussirent à la localiser dans un petit village voisin. Clara hésita à parler, effrayée par d'éventuelles représailles, mais après avoir insisté, elle révéla quelque chose d'alarmant. Peu de temps avant son renvoi,
elle avait vu un des hommes de confiance de l'évêque Fernando manipuler des bouteilles suspectes dans l'entrepôt du monastère. Elle ne pouvait pas dire exactement de quoi il s'agissait, mais elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles une « purification » était nécessaire pour justifier les changements de direction. De retour au monastère, les prêtres savaient que cette révélation renforçait leurs soupçons, mais ce n'était pas suffisant pour démasquer Fernando. Le docteur Emilio a décidé d'aller plus loin dans les tests, en comparant les ingrédients du médicament donné aux religieuses avec des substances similaires. C'est alors qu'il a trouvé la preuve définitive, les hormones présentes dans la composition étaient identiques à celles utilisées dans les traitements clandestins pour manipuler le corps. Ce n'était pas une erreur, c'était une conspiration bien planifiée. Cependant, avant qu'ils puissent partager leur découverte, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un groupe de gardes du diocèse est arrivé au monastère avec l'ordre exprès de l'évêque. Toutes les religieuses accusées doivent être immédiatement traduites en justice. Le monastère était encerclé et personne ne pouvait le quitter sans autorisation. Le père Joao s'est rendu compte que le temps était venu. La vérité était entre ses mains, mais comment pouvait-il la révéler avant qu'il ne soit trop tard? Le poids de l'incertitude pesait sur le monastère tandis que les religieuses accusées étaient rassemblées dans le cloître central, surveillées par des gardes envoyés par l'évêque. L'ambiance était à la terreur et à l'impuissance. Certaines sœurs pleuraient doucement, d'autres gardaient la tête haute, confiantes dans la justice divine. La mère supérieure Maria resta à leur côté, refusant de les abandonner, même sous la menace d'être démise de ses fonctions. À l'extérieur, le père Joao et le père Vicente observaient le mouvement avec inquiétude. Ils savaient que s'ils n'agissaient pas immédiatement, les religieuses seraient emmenées et jugées sans avoir la possibilité de se défendre. La seule façon d'éviter cela était de révéler la vérité devant tout le monde. Mais comment faire cela sans que l'évêque Fernando ne supprime les preuves? C'est alors que le père Vicente a suggéré une approche audacieuse. S'il pouvait amener le docteur Emilio au monastère pour révéler les résultats de son enquête devant les gardes et les autres religieux, peut-être pourrait-il forcer une réévaluation de la situation. Cependant, faire entrer un étranger dans un monastère assiégé ne serait pas simple. Alors qu'il cherchait un moyen de présenter le médecin sans attirer l'attention, une tournure inattendue des événements s'est produite. L'une des religieuses, sœur Béatrice, s'est soudainement évanouie devant tout le monde. Son corps était faible et sa respiration était irrégulière. Le tollé fut immédiat. N'ayant pas d'autre choix, les gardes ont été obligés de laisser entrer un médecin pour l'aider. C'était l'occasion parfaite. Le père Joao envoya rapidement un message au docteur Emilio, lui demandant de se préparer. À son arrivée, le médecin apportait avec lui une petite malle contenant des documents, des flacons et des notes prouvant la manipulation d'hormones. Tandis qu'il examinait sœur Béatrice sous des yeux attentifs, il échangea un regard significatif avec les prêtres. Il était temps d'agir. Au moment opportun, le père Joao a pris la parole. Devant tout le monde, il expliqua la découverte faite lors des examens médicaux et présenta les substances frelatées trouvées dans le monastère. Le choc s'est emparé des personnes présentes. L'évêque Fernando a essayé de le nier, mais le docteur Emilio a ouvert le coffre et a montré chaque pièce à conviction en détail. Le silence pesait lourd dans l'air. Les gardes hésitèrent. L'autorité de l'évêque commença à être remise en question. Cependant, Fernando n'était pas un homme qui cédait facilement. Sans perdre son sang-froid, il jeta un regard sévère aux religieux rassemblés là et déclara que tout cela n'était rien d'autre qu'une tentative désespérée pour détourner l'attention du véritable péché commis dans le monastère. Mais maintenant, la graine du doute était plantée. Et il y en avait qui commençaient à voir que la vérité était tout à fait différente de ce qu'on leur avait dit. Le silence qui régnait dans le monastère était presque étouffant. L'évêque Fernando gardait une expression rigide, mais l'éclat froid dans ses yeux révélait qu'il était conscient du danger dans lequel il se trouvait. Les preuves étaient là, exposées à la vue de tous. Cependant, son influence était encore suffisamment forte pour maintenir le contrôle de la situation, s'il agissait rapidement. Le père Joao savait que le temps jouait contre eux. Malgré l'hésitation de certains gardes, la plupart répondirent néanmoins à l'autorité de l'évêque. Si Fernando ordonnait que tout soit étouffé, ils pourraient perdre leur seule chance de sauver les religieuses. Ils avaient besoin de plus que de preuves, ils avaient besoin de témoins prêts à parler. C'est alors qu'une voix inattendue s'éleva. Clara, l'ancienne servante du monastère qui avait été secrètement rappelée par le père Vincent, s'avança. Elle a courageusement révélé tout ce qu'elle avait vu avant d'être renvoyée. Il a parlé des bouteilles suspectes,
des conversations chuchotées dans les couloirs et de l'implication directe d'hommes liés à l'évêque. Son témoignage a fait trembler la salle. Le regard de Fernando se durcit. Il s'est rendu compte que, pour la première fois, sa parole était ouvertement remise en question. Mais au lieu de se défendre avec des arguments, il riait. Un rire sec, plein de mépris. Puis il commença lentement à disserter sur la façon dont ceux qui s'opposaient à lui essayaient en réalité de détruire l'Église, manquant de respect à son autorité et se rebellant contre l'ordre divin. Son ton était calculé, et il savait qu'il avait toujours des alliés parmi les gardes et les religieux présents. La tension a augmenté. La peur commença à se répandre parmi les religieuses et les quelques personnes qui osaient l'affronter. Dr. Emilio, qui jusque-là était resté concentré sur les tests, s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un jeu de pouvoir. Si Fernando était laissé prendre le contrôle du récit, tout serait perdu. Il rassembla alors son courage et, d'une voix ferme, révéla un détail qui n'avait pas encore été mentionné: les substances utilisées sur les religieuses étaient rares et chères, accessibles seulement à quelques personnes. L'achat avait été effectué par un intermédiaire du diocèse, sur ordre direct de l'évêque lui-même. L'impact de la révélation a été immédiat. Des murmures s'emparèrent des religieux présents. Certains gardes échangèrent des regards incertains, visiblement mal à l'aise. Si auparavant le doute n'était qu'une graine, maintenant il commence à devenir une racine ferme. Fernando s'est rendu compte qu'il était acculé. Son regard parcourut rapidement ses alliés, essayant d'évaluer la loyauté de chacun. Il devait agir avant que la situation ne devienne complètement hors de son contrôle. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, l'un des gardes s'avança et, d'une voix pleine de respect et de fermeté, annonça qu'il devait tout rapporter à l'autorité ecclésiastique supérieure. La mâchoire de Fernando se serra. Pour la première fois, sa parole n'était pas une loi absolue. Le sort des religieuses n'était pas encore décidé. Mais maintenant, pour la première fois, il y avait une réelle chance que la vérité triomphe. Le poids de la révélation laissa la salle dans un état de murmure inquiet. Les mots du docteur Emilio étaient comme un coup direct porté à l'image immaculée de l'évêque Fernando, et il le savait. Son regard parcourut les personnes présentes, évaluant rapidement qui était encore à ses côtés. Il faudrait plusieurs jours à l'autorité ecclésiastique supérieure pour répondre à l'appel du garde, et jusque-là, il pourrait tenter de reprendre le contrôle de la situation. D'un ton calme et calculé, Fernando leva les mains et déclara que s'il y avait une enquête à mener, elle devrait être menée par les religieux présents. Il a dit qu'il ne craignait pas la vérité, car la foi et la justice prévalaient toujours. Mais tandis qu'il parlait, le père Jean remarqua quelque chose de subtil: l'évêque ne cherchait plus à nier l'accusation, mais plutôt à gagner du temps. Le père Vicente s'est rendu compte de la même chose. Le regard qu'ils échangèrent fut rapide, mais plein de sens. Il fallait agir avant que Fernando ne puisse manipuler les événements en sa faveur. Alors que la nuit tombait sur le monastère, un mouvement silencieux se produisit dans les couloirs. Certaines religieuses qui craignaient auparavant des représailles ont commencé à chuchoter entre elles. Si auparavant la présence de l'évêque les avait intimidées, maintenant le doute et l'indignation grandissaient dans leur cœur. Dans le silence de sa cellule, la mère supérieure Maria réfléchissait à tout. Elle avait servi ce monastère pendant des années, consacrant sa vie à la foi et au bien-être des sœurs. Il se retrouve désormais confronté à une injustice écrasante. Son cœur lui disait qu'il devait faire confiance au père Joao et Vicente, mais il savait que Fernando n'abandonnerait pas facilement. À l'aube, une silhouette traversa les couloirs du monastère, se déplaçant discrètement parmi les ombres. Quelqu'un essayait de se débarrasser de documents dans la salle des archives. Au moment où une poignée de papier était jetée dans les flammes de la cheminée, une main ferme saisit le bras du responsable. C'était le père John. Devant lui, l'un des fidèles assistants de l'évêque écarquilla les yeux, hésitant un instant avant de tenter de s'éloigner. Mais Vicente était déjà là, empêchant sa fuite. Le feu crépitait, consumant certains documents, mais pas tous. Ce qui restait était suffisant pour prouver que quelque chose de bien plus profond était caché. La vérité était sur le point d'éclater. Mais Fernando, même acculé, avait encore des cartes à jouer. L'homme a essayé de s'éloigner, mais le père Vicente l'a fermement saisi par le bras. Ses yeux trahissaient la panique d'avoir été pris en flagrant délit. Le père John a agi rapidement, retirant les papiers partiellement brûlés de la cheminée. Certains mots étaient encore lisibles, et ce qu'il vit confirma ses soupçons: des ordres directs pour l'acquisition de substances frelatées, signés par l'un des administrateurs de confiance de l'évêque Fernando.
L'assistant savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Son visage était pâle et son corps tremblait légèrement. Lorsque le père Joao l'interrogea, il tenta de se justifier, affirmant qu'il n'avait fait que suivre les ordres et qu'il ne connaissait pas toute l'ampleur du plan. Mais son hésitation suffisait à confirmer qu'il en savait plus qu'il ne l'admettait. Le père Vicente regarda Joao et fit un geste discret. Il ne pouvait pas éveiller les soupçons, pas encore. Ils ont emmené l'homme dans une pièce isolée, où le docteur Emilio attendait point le médecin, en voyant les documents, soupira lourdement. Les preuves étaient là, mais seraient-elles suffisantes pour faire tomber Fernando? Pendant ce temps, l'évêque commença à déplacer ses pièces. Il a convoqué une réunion urgente avec les gardes et les moines supérieurs du monastère. D'une voix contrôlée et ferme, il a soutenu que la situation devenait incontrôlable et que des mesures drastiques devaient être prises pour rétablir l'ordre. Son regard portait une menace implicite. La mère supérieure Maria a remarqué la manœuvre et a décidé qu'il était temps d'agir. D'un pas résolu, il traversa les couloirs vers la salle où étaient réunis les prêtres. Son regard était déterminé. Elle savait que sa position au sein du monastère avait encore du poids, et si elle voulait protéger ses sœurs, elle devrait l'utiliser. À son arrivée, il a trouvé Joao, Vicente et Emilio en train d'analyser les papiers récupérés. Maria les regarda pendant un long moment avant de déclarer qu'elle était prête à affronter Fernando en public. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. S'ils attendaient plus longtemps, l'évêque trouverait un moyen de renverser la situation. Le plan a été rapidement élaboré. Avec les preuves en main et la mère supérieure à leur côté, les prêtres décidèrent que la seule façon de démasquer Fernando serait de tout exposer devant les moines, les gardes et, surtout, les religieuses. Si tout le monde connaissait la vérité en même temps, l'évêque n'aurait aucun moyen de contrôler le récit. Mais au moment où ils étaient sur le point de quitter la pièce, un bruit fort résonna dans les couloirs. Des cris et des pas précipités. Quelque chose s'était produit. Le père Joao courut dans la cour et sentit un frisson lui parcourir le dos en voyant une scène qui pouvait tout changer. L'une des religieuses accusées, sœur Hélène, gisait sur le sol, inconsciente. Son habit était taché de sang. Fernando venait de jouer sa carte la plus cruelle. La vue de sœur Hélène gisant sur le sol, le sang tachant son habit, fit que la cour se remplit de murmures effrayés. Quelques religieuses s'agenouillèrent à côté d'elle, essayant de la réveiller, tandis que les gardes hésitaient, ne sachant pas comment réagir. Le père John s'approcha rapidement et lui prit le pouls. Elle était encore en vie, mais faible. Le docteur Emilio est arrivé peu de temps après et, après l'avoir examinée, a confirmé le pire, elle avait été empoisonnée. Le silence fut rompu par le son ferme des pas de l'évêque Fernando. Il apparut dans la cour avec sa posture imposante habituelle, ses yeux évaluant la situation avec un éclat calculateur. D'une voix calme, mais pleine d'une fausse inquiétude, il déclara que c'était un signe divin, une conséquence inévitable du péché qui s'était installé dans le monastère. Son insinuation était claire, sœur Helena avait tenté de se suicider par honte. Le père Vicente serra les poings, luttant pour contenir son indignation. Fernando a joué de manière déloyale, déformant la situation pour réaffirmer son contrôle. Mais cette fois, certaines religieuses et certains moines ne semblaient pas aussi convaincus. Le choc et la tragédie rendaient de plus en plus visibles les failles dans le pouvoir de l'évêque. La mère supérieure Maria s'avança. Sa voix résonna ferme et claire de l'autre côté de la cour, ce n'est pas un signe divin. C'est un crime. Ces paroles résonnèrent dans l'air lourd et, pour la première fois, Fernando hésita. Elle a ensuite ouvertement contesté la version de l'évêque, affirmant que les religieuses avaient été ciblées par un complot et que la vérité devait être révélée devant tout le monde. La tension a augmenté. L'évêque savait qu'il était acculé, mais il avait encore de l'influence. Avec un signe de tête subtil, deux gardes s'approchèrent de la mère supérieure. L'intention était claire, l'intimider, peut-être même la faire taire. Mais avant qu'ils puissent agir, le père John éleva la voix, révélant l'existence des documents récupérés dans l'incendie. Fernando s'est figé. Il ne s'attendait pas à ce que des preuves concrètes aient été conservées. L'évocation des papiers fit hésiter les gardes. Le contrôle exercé par l'évêque commença à lui échapper. Le docteur Emilio, profitant de l'attention portée sur Joao, a soulevé la petite bouteille qu'il avait trouvée chez sœur Helena. Il a expliqué que le poison qui lui avait été administré n'était pas ordinaire, mais plutôt une substance qui provoquait des symptômes lents, simulant une faiblesse extrême avant d'entraîner la mort. S'il n'avait pas trouvé la religieuse à temps, il aurait été trop tard.
L'impact des paroles du médecin a été dévastateur. Le murmure grandit parmi les religieux. Si Fernando a affirmé que la tragédie était un signe divin, pourquoi une substance aussi spécifique était-elle impliquée? L'évêque se rendit compte qu'il perdait sa dernière chance de renverser la situation. Son regard s'assombrit et il recula légèrement, essayant de calculer son prochain mouvement. Mais cette fois, la peur n'était plus un outil aussi efficace. Les doutes s'étaient répandus. Et maintenant, la vérité était de plus en plus proche d'émerger. L'atmosphère à l'intérieur du monastère devenait de plus en plus lourde. La révélation du poison avait ébranlé la confiance des moines et des religieuses envers l'évêque Ferdinand, et même s'il maintenait toujours une posture contrôlée, il était clair qu'il luttait pour ne pas perdre complètement son autorité. Le regard sévère qu'il lança aux gardes à proximité était un avertissement silencieux, il n'était pas encore vaincu. Pendant ce temps, sœur Helena a été emmenée dans l'une des pièces, où le docteur Emilio a essayé de la stabiliser. Sa respiration était superficielle et sa peau pâle contrastait avec la tache rouge qui s'étendait encore sur le tissu de son habit. La mère supérieure Maria se tenait à ses côtés, lui tenant fermement la main. Je ne laisserai aucune autre sœur devenir victime de cette conspiration. Le père John et le père Vincent se sont rapidement rassemblés, chuchotant entre eux. Il fallait agir avant que Fernando ne prenne des mesures désespérées. John savait que les documents étaient une arme puissante, mais il avait besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qui était irréfutable. C'est alors que Clara, l'ancienne servante du monastère, s'approcha à nouveau d'eux. Ses yeux étaient alertes et sa voix, malgré la peur, portait une nouvelle détermination. Elle a révélé que, lorsqu'elle travaillait encore là-bas, elle avait entendu des conversations suspectes entre les hommes de l'évêque. Ils ont parlé d'un envoi en provenance du diocèse, chose qui devrait être tenue à l'écart des yeux des religieuses. S'ils pouvaient trouver des traces de cette livraison, ils pourraient relier Fernando directement à la manipulation des substances. Les recherches ont commencé discrètement. Vicente et Clara, prétendant organiser les anciens registres du monastère, commencèrent à fouiller les archives cachées au fond de la salle administrative. John, à son tour, a essayé de distraire Fernando, en suscitant des discussions sur la moralité des accusations et la nécessité d'un procès équitable devant l'Église. L'évêque, cependant, était inquiet. Il sentait que quelque chose se passait, hors de son contrôle. Ses yeux balayaient la pièce, analysant chaque mouvement. Il appela l'un de ses hommes de confiance et, dans un murmure rapide, lui ordonna de surveiller toute activité suspecte. Dans la salle des archives, Vicente a finalement trouvé quelque chose. Un document discret, plié et marqué d'un sceau brisé. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent. Il y avait les détails de la livraison des substances hormonales. Date, quantité et, surtout, l'autorisation signée par un des assistants de l'évêque. Clara retenait son souffle. Cela a suffi à révéler la farce. Mais avant qu'ils puissent réagir, un bruit dans le couloir fit battre leur cœur. Des pas précipités. Quelqu'un arrivait. Vicente a agi rapidement, cachant les papiers sous son habit tandis que Clara essayait de garder son sang-froid. La porte s'ouvrit brusquement, révélant l'un des gardes fidèles de Fernando. Son regard était suspect. « Que faites-vous ici » Sa voix était dure. Vicente eut un sourire calme, soulevant un livre au hasard qu'il tenait. « Je passe simplement en revue d'anciens dossiers. »« Quelque chose ne va pas » Le garde hésita un instant, mais son expression se durcit. L'évêque a ordonné que personne ne touche à ces dossiers sans sa permission. Clara sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Le danger était plus proche qu'il ne l'imaginait. S'il ne sortait pas de là rapidement, il pourrait être découvert avant d'avoir pu révéler la vérité. Dehors, Joao sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose lui disait qu'ils étaient sur le point de faire face au moment le plus critique de cette bataille silencieuse. Le père Vicente maintenait sa posture ferme devant la garde, sentant le poids des documents cachés sous son habit. La tension était palpable et Clara, à côté de lui, détournait le regard, essayant de ne pas montrer de nervosité. « Je ne connaissais pas cet ordre », répondit naturellement Vicente. « Nous avons simplement suivi les procédures normales du monastère. Mais s'il y a un problème, nous pouvons partir tout de suite. » Le garde plissa les yeux, l'évaluant. Pendant un instant, il sembla sur le point d'ordonner une inspection, mais le bruit des pas résonnant dans le couloir lui fit tourner la tête. Une autre religieuse passa précipitamment, jetant un regard curieux dans la pièce. Vicente a profité de la distraction pour faire un pas en avant.
Nous ne voulons manquer de respect à personne, mon frère. Si nécessaire, je parlerai directement à l'évêque. Le nom de Fernando a suffi à faire hésiter le garde. Il était clair qu'il ne voulait pas trop attirer l'attention. Après quelques secondes, il hocha brusquement la tête. Sortir. Et ne revenez pas ici sans permission. Vicente et Clara obéirent sans discuter. Ils marchaient calmement dans le couloir, mais dès qu'ils tournèrent le coin, leurs pas s'accélérèrent. Ils devaient rejoindre Joao le plus rapidement possible. Dans la salle principale, le père Joao essayait de contenir son impatience. L'évêque Fernando a continué à parler, manipulant magistralement les mots, insinuant que les accusations étaient des attaques contre l'Église et que les responsables seraient dûment punis. Puis, Vicente est apparu à la porte. Joao remarqua son expression tendue et comprit immédiatement, ils avaient accompli quelque chose. Dissimulant son urgence, il marcha vers son compagnon et ensemble ils s'éloignèrent vers un coin moins fréquenté. Clara lui a rapidement remis les documents. John a analysé les signatures et le sceau brisé. Ça suffit, murmura-t-il, le cœur battant. Mais avant qu'ils puissent décider de leur prochaine étape, une agitation dans la cour les interrompit. Des cris résonnèrent et quelques religieuses sortirent précipitamment. Quelque chose se passait. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont vu les gardes de l'évêque encercler le docteur Emilio. Le médecin était à genoux, un des soldats appuyant sur son épaule, tandis que Fernando observait la scène avec une lueur satisfaite dans les yeux. Cet homme a essayé d'empoisonner sœur Hélène, déclara l'évêque. Un traître s'est infiltré parmi nous. Le choc s'est répandu parmi les personnes présentes. La mère supérieure Maria s'avança en signe de protestation. C'est un mensonge. Mais Fernando leva la main, la faisant taire. Sois prudente, maman. Nous ne savons toujours pas qui est impliqué dans cette conspiration. Le jeu de Fernando a été révélé, en incriminant Emilio, il créerait une diversion suffisamment forte pour détourner l'attention de ce qui se passait réellement. John savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. S'il voulait démasquer l'évêque, il devait agir maintenant. Mais comment y parviendrait-il sans être d'abord réduit au silence? L'étau se resserrait. Et la vérité, bien que proche, était toujours en danger. Le père John sentit le poids des documents cachés sous son habit tandis qu'il observait la scène devant lui. L'évêque Fernando avait joué sa carte la plus dangereuse, et maintenant, tout le monde regardait le docteur Emilio comme s'il était responsable de toute la tragédie. Le docteur, malgré la force brutale des gardes qui le maintenaient à genoux, gardait la tête haute, les yeux fixés sur l'évêque. C'est absurde! S'exclama la mère supérieure Maria, l'indignation évidente dans sa voix. Le docteur Emilio a consacré sa vie à la médecine et à la charité. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi ignoble. L'évêque soupira, feignant le regret. Je sais que c'est difficile à accepter, mère, mais nous ne pouvons pas ignorer les faits. Sœur Helena a été empoisonnée, et qui d'autre que le médecin aurait pu avoir accès à des substances aussi spécifiques? Le murmure grandit parmi les religieuses et les moines. L'incertitude était visible sur leurs visages. Fernando savait manipuler la peur comme personne. Joao regarda rapidement Vicente, qui comprit l'urgence de la situation. S'il laissait emmener Emilio sans résistance, il perdrait toute chance de révéler la vérité. Mais une confrontation directe à ce moment-là pourrait s'avérer une erreur fatale. La voix de Clara s'éleva soudain, coupant court à l'agitation. L'évêque ment. Tous les regards se tournèrent vers elle. John sentit une oppression dans sa poitrine. Si Fernando se rendait compte que la jeune femme en savait trop, il n'hésiterait pas à l'éliminer. « De quoi tu parles, ma fille ?» demanda l'évêque avec une fausse curiosité. Elle a hésité un instant, mais a ensuite trouvé le courage de continuer. « Si vous croyez que le docteur Emilio est coupable, vous devez alors autoriser une enquête appropriée. Un procès équitable, avec des preuves réelles, et pas seulement des accusations creuses. » John comprit la ruse de l'argument. Si Fernando le niait, il admettrait qu'il ne voulait pas la vérité, mais simplement un coupable commode. L'évêque plissa les yeux. Bien sûr. Sa voix semblait lente, calculatrice. Nous mettrons le médecin en détention jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Les gardes ont commencé à traîner Emilio dehors. John savait qu'il devait agir bientôt. S'il laissait le médecin disparaître entre les mains de Fernando, il ne le reverrait plus jamais. Pendant ce temps, Vicente, profitant de la distraction, glissa les documents dans l'habit de la mère supérieure Maria,
qui les garda discrètement. La vérité était avec eux. Mais comment cela pourrait-il être rendu public avant que l'évêque ne détruise toute chance de justice? Cette nuit-là, alors que le monastère tombait dans un silence tendu, Jean, Vincent et Marie se rencontrèrent en secret. Il leur fallait trouver un moyen de démasquer l'évêque devant tout le monde, sans lui laisser le temps de réagir. La seule question était, y avait-il encore quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance? Aux premières heures du matin, le monastère resta dans un silence absolu, mais à l'intérieur d'une des pièces les plus reculées, Jean, Vincent et la mère supérieure Marie planifiaient soigneusement leur prochaine étape. Le temps jouait contre eux. Si Fernando consolidait son pouvoir avant que la vérité ne soit révélée, tout serait perdu. La solution est venue de manière inattendue. L'une des plus jeunes religieuses, sœur Béatrice, s'est précipitée dans la pièce, tenant une petite fiole. Ses yeux étaient écarquillés d'anxiété. « J'ai trouvé cela dans la chambre d'un des hommes de l'évêque », murmura-t-il en tendant l'objet à John. Le prêtre analysa le liquide contenu dans la fiole et son cœur s'emballa. Vicente prit le récipient et le renifla légèrement. « Des hormones, murmura-t-il. La même substance qui a provoqué les symptômes des sœurs. » Maria porta la main à sa bouche, choquée. « C'est donc prouvé. » Fernando non seulement savait, mais il a tout orchestré. Fort de cette preuve, il ne pouvait plus hésiter. Il rassemblait tout le monde dans la grande salle le matin et, devant tout le monde, il démasquait l'évêque. Le soleil s'est levé apportant un jour de décision. La cloche sonna, convoquant tout le monde dans la salle principale. L'évêque Fernando est arrivé accompagné de ses hommes, avec une expression sérieuse mais confiante. Pour lui, plus rien ne pouvait le menacer désormais. C'est alors que Joao s'avança, amenant Vicente, Maria et Clara à ses côtés. La foule regardait avec impatience. « Assez de mensonges, Votre Excellence. » La voix de Joao résonna fermement dans la salle. « La vérité sera maintenant révélée, devant Dieu et tous ceux qui vivent ici. » Fernando croisa les bras. « De quoi parles-tu, père ?» Vicente a montré les documents trouvés dans les archives, les exposant à la vue de tous. Ceci est la preuve que les substances ont été envoyées au monastère avec votre autorisation. Le poison qui provoquait les symptômes de fausse grossesse chez les religieuses provenait directement de leurs hommes. Un bourdonnement remplissait la salle. Fernando n'a pas perdu sa pose. Cela ne prouve rien. Il peut être falsifié. C'est alors que Clara a franchi le pas final. Elle brandit la fiole que Béatrice avait trouvée et déclara à haute voix, « Voici le liquide utilisé contre les sœurs. Trouvé dans les quartiers de ces gardes. » La salle explosa en murmures. De nombreux moines et nonnes regardèrent l'évêque avec horreur. Maria s'avança. « Vous avez empoisonné vos propres sœurs pour usurper ce monastère. » Le masque de Fernando commençait enfin à se fissurer. Il fit un pas en arrière, mais les gardes n'étaient plus aussi fermement à ses côtés. Certains ont hésité, d'autres sont partis, réalisant qu'ils avaient servi un homme indigne. C'est alors qu'un des supérieurs de l'église, appelé en toute hâte par Vincent aux premières heures du matin, entra dans la pièce. Son regard sévère tomba sur Fernando. Compte tenu des preuves présentées et des témoignages de nombreuses personnes, il n'y a aucun doute sur sa culpabilité, dit-il d'un ton sérieux. Vous êtes démis de vos fonctions et serez immédiatement exilé. Fernando a essayé de protester, mais maintenant il était seul. Les gardes s'emparèrent de lui et il fut emmené de force hors du monastère, sous le regard indigné de ceux qui le craignaient auparavant. Avec sa chute, l'ordre fut rétabli. Les religieuses furent disculpées, leur honneur fut rétabli et la mère supérieure Maria reprit son poste. Joao et Vicente sont restés un peu plus longtemps, veillant à ce que tout revienne à la normale, tandis que le docteur Emilio, désormais libre, s'occupait de sœur Elena et des autres qui souffraient encore des effets de la substance. Le monastère de Santa Catarina était enfin à nouveau un lieu de paix et de foi. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.